D'un côté, nous avons l'un des quartiers les plus luxueux, les plus extravagants et les plus grands de tout Tokyo. Et, de l'autre côté, une mer de gens dans le célèbre marché traditionnel de Tsukiji. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peu les contrastes et quelques histoires assez variées de ce qu'est la zone de Ginza. Bon, ici, par exemple, nous avons un endroit très luxueux et emblématique de Ginza, qui est le Nissan Crossing. Nissan est l'une des marques automobiles les plus importantes au monde. Il y a une grande concurrence avec Toyota, car Toyota est le leader du marché automobile au Japon. Mais vous savez que Nissan est en grand danger de faire faillite, en gros. Et en fait, ce n'est pas la première fois. En 2009 à peu près, Nissan avait une dette d'environ 20 milliards de dollars de dette. Alors, qu'a-t-il fait? Il a fait une alliance avec Renault, qui a acheté à peu près 35-36% de Nissan, c'est Renault qui l'a acheté. Et avec cela, Renault a obtenu le droit de choisir le président directeur général de Nissan au Japon, et cette personne s'appelait Carlos Ghosn. Je ne peux pas le dire trop fort ici à l'intérieur, mais le fait est que cette personne, ce Carlos, un Libanais en gros, a sauvé l'entreprise. En 2 ans, elle est passée de 20 milliards de dollars de dette à des redevances. C'est que, bien sûr, d'abord il a éliminé toute la culture de la hiérarchie par ancienneté qui existe dans la culture des entreprises japonaises. Parce que c'est comme ça, le Japon récompense plus l'ancienneté que le mérite personnel. Ainsi, plus tu es ancien, plus tu peux être promu. Et bien sûr, le fait est qu'on ne connaît pas le nombre exact. Mais on suppose que Nissan a beaucoup de dirigeants, beaucoup de vice-présidents, et les décisions finissent par avancer de façon extrêmement lente, en raison de la bureaucratie causée par de nombreux dirigeants dans la même entreprise. D'après ce que j'ai compris, Toyota n'en a pas autant. Je crois qu'il y a 4 grandes têtes qui prennent les décisions les plus importantes. Je ne connais pas le nombre exact, c'est juste pour donner une idée. Alors, l'une des grandes mesures prises par Carlos Ghosn, c'est qu'il a fermé 5 grandes usines de Nissan au Japon. Et il y a eu entre 15 et 20 000 licenciements dans tout le pays. Et bien sûr, il a beaucoup réduit le budget, il a réduit le nombre de fournisseurs, ce qui devait rendre les choses plus efficaces. Moins de fournisseurs, en gardant seulement ceux qui offraient les meilleurs prix, et c'est ce qui a essentiellement sauvé Nissan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2019, Carlos Ghosn a dû s'enfuir au Liban, où il n'y a pas de loi d'extradition vers le Japon. En tant qu'étranger, il s'est réfugié dans son pays d'origine, où ils ne peuvent pas l'emmener au Japon pour jugement. Procès pourquoi? Eh bien, mauvaise utilisation des fonds de Nissan de l'entreprise. C'est-à-dire, on disait qu'il faisait des fraudes fiscales et des détournements personnels, pas de l'entreprise. Il utilisait souvent les fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Bon, c'est vrai, il a mal agi, il a fait des choses très corrompues. Mais au final, c'est lui qui a sauvé l'entreprise. L'entreprise allait bien, mais depuis que Carlos Ghosn est parti à nouveau, Nissan est redevenu en danger. Ils ont également recruté un président directeur général japonais, déjà directeur d'une filiale Nissan à l'étranger. Je crois qu'il venait de Chine, ils l'ont emmené au Japon, et ça va. Mais celui-ci était plus démocratique, laissant plus de décisions aux directeurs généraux et vice-présidents de Nissan. Contrairement à Carlos Ghosn, qui décidait seul et imposait « Non, ça se fera comme ça, point. Je ne demande l'autorisation à personne, je suis le président directeur général, je décide. » C'est ainsi qu'il a sauvé l'entreprise. Au Japon, il n'existe pas de culture du licenciement. Et bien sûr, Carlos Ghosn était tout ce qu'un Japonais n'osait pas faire. Prendre toutes ses décisions en passant outre les autres postes importants. Quitter cette culture où seule l'ancienneté fait progresser et où chacun devient chef. Et commencer par les licenciements massifs qui bien sûr ont touché beaucoup de personnes, 14, 15, 20 000 licenciements. Mais bien sûr, cela a permis de sauver l'entreprise. Et c'est ainsi que Nissan a pu éviter la faillite. Et maintenant, Nissan est tout le temps considéré comme l'une des entreprises les moins rentables du Japon. Je crois que la dette qu'ils ont maintenant a déjà dépassé celle qu'ils avaient avant Carlos Ghosn. Maintenant, allons dans un endroit où nous avons, oui, des marques qui sont vraiment réussies. Parce que, voyez-vous, le Japon a plusieurs marques qui dernièrement deviennent de moins en moins rentables, à savoir Panasonic, Sharp, Toshiba et Fujitsu. Ces 4 marques, par exemple, sont parmi celles qui ont eu le moins de redevances ces dernières années.
En revanche, celles qui s'en sortent bien sont Sony, Sony s'en sort bien, puis Toyota, Toyota s'en sort très bien. Ce sont parmi les plus grandes entreprises, du moins parmi les marques que je peux citer et que vous connaissez, mais d'autres s'en sortent aussi bien. Après, ce sont déjà des marques bancaires et des choses de ce genre. Mais le fait est que ça m'étonne encore que Sony continue d'avoir du succès. Voyons, parce que pour moi, Sony aujourd'hui, c'est essentiellement PlayStation, ce sont les appareils photo. Vous savez déjà le nombre de personnes, autant moi que d'autres créateurs de contenu, qui utilisent Dajang Innovations, la caméra que j'utilise est Dajang Innovations. J'ai arrêté d'utiliser Sony, car bien que leur caméra soit de très bonne qualité, il y a un problème. Mais moi, franchement, porter ce gros appareil pour enregistrer des vidéos alors que j'ai ça, avoir ça qui stabilise, qui a la caméra, l'écran, tout et le micro intégré. C'est bon, je ne veux plus de ça. En plus, à ça je dois connecter l'adaptateur, le récepteur pour l'audio et un micro séparé. Mais bon, heureusement, Sony s'en sort bien. Mais le Japon, soyons honnêtes les gars, le Japon est un pays qui dernièrement n'innove presque plus en technologie. En gros, les Chinois sont en train de prendre le marché. Moi j'utilise un appareil photo chinois, voyons voir. J'utilise un iPhone. Est-ce que quelqu'un a un téléphone japonais? La plupart ont un iPhone, Samsung ou Xiaomi, des marques chinoises. C'est-à-dire, personne n'utilise de téléphone Sony par exemple, ou Sharp. Et justement, c'est l'un de ces problèmes que le Japon a. Pourquoi n'innove-t-il pas? La réalité, c'est à cause de la culture d'entreprise japonaise. Aujourd'hui, tous les présidents directeurs généraux de toutes les grandes entreprises japonaises sont des personnes âgées. C'est-à-dire, ce sont tous des vétérans qui ne veulent que la stabilité. Et bien sûr, en recherchant la stabilité, ils ne cherchent pas l'innovation, car l'innovation est liée au risque. Je ne veux pas montrer ce putain de chien, Jordi. Mais ce téléphone est très joli. Mais je m'en fiche, c'est un chien de merde. Vous savez ce que je pense de ce chien? Voilà ce que fait Sony, un chien robot qui coûte 2000 $. Les gars, vous appelez ça innover? Tu peux lui donner des biscuits cybernétiques grâce à la dernière mise à jour. Achète-le. Bon, tu vois, tu ne vas pas l'acheter. Tu l'adores, mais tu ne vas pas l'acheter. C'est ça le problème avec les marques japonaises, elles ne veulent pas innover. Parce qu'innover comporte des risques, et les entreprises japonaises dirigées par des présidents directeurs généraux âgés ne veulent pas prendre de risques. Il y a justement la question de ne pas licencier et aussi celle de ne plus innover. L'époque de l'innovation est restée dans les années 80. Je dis souvent, le Japon des années 80 vivait déjà en 2000 et celui de 2025 y est encore, tout simplement. En réalité, le Japon est perçu comme un pays très technologique et c'est vrai, il y a beaucoup de technologie. C'est bien au niveau technologique, mais ce n'est plus vraiment un pays qui innove ces dernières années. Les marques, en général les gars, il y a toujours des avancées, mais pas au point de dire « ça pourrait exploser », mais dans le monde entier, mais ça reste très limité au marché japonais. C'est-à-dire, presque 60% de la population japonaise utilise un iPhone, imaginez-vous, et c'est une marque étrangère. Moi, j'ai une montre Citizen, ça c'est bien une marque japonaise, mais c'est parce que j'aime les montres traditionnelles. En Espagne, notamment à Barcelone, il y a eu des licenciements massifs suite à la fermeture des usines Nissan. Est-ce pareil au Mexique? Dans de nombreux endroits du monde, ils ont fermé et licencié beaucoup de travailleurs de l'entreprise Nissan. C'est-à-dire, Nissan est vraiment sur la corde raide. Voyons, et ensuite, à environ 400 mètres de ce qu'est Ginza, nous avons cette ambiance de marché, n'est-ce pas? Tsukiji, qui est l'endroit où nous sommes, appartient au district de Chuo, pas au district de Ginza. Mais bon, il y a littéralement 400 mètres d'ici à la zone de Ginza. Alors, allons chercher quelque chose à manger. Ça fait plusieurs mois, voire plus d'1 an que je ne suis pas venu ici, mais c'est la première fois que je vois le Wagyu Burger. Ça, c'est vraiment fait pour les touristes, mais ça m'intrigue beaucoup. Voyons voir combien ça coûte, 2500 yens. Je ne sais pas, voyons voir, c'est le genre de truc que j'appelle un piège à touristes. Surtout la viande Wagyu qu'on trouve dans les petits marchés et ce genre de choses, il y en a beaucoup. J'ai oublié, mais aujourd'hui, comme c'est mercredi, c'est le jour où le plus de commerces sont fermés au marché. Parce qu'ici, ils travaillent les samedis et dimanches. Et autre chose, ne venez jamais après 3 heures de l'après-midi, parce qu'à 3 heures, tout est déjà presque fermé. Ici, ils arrivent à 6 heures du matin.
La culture des marchés au Japon diffère de celle des marchés nocturnes présents dans de nombreux pays asiatiques. Ici, tout se passe en journée, tout en journée, dès tôt le matin. Par ici, dans ce couloir, nous avons quelques endroits ouverts. Ah, celui-ci, eh bien, il y a un bar. Bon, aujourd'hui nous allons manger du kaisendon, c'est-à-dire un bol de riz avec du poisson, accompagné de nihonshu, le vin de riz que tout le monde connaît sous le nom de saké. Oh que c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Voyons, ceci inclut une de mes parties préférées du sushi. Ce serait le negitoro, c'est-à-dire le thon, mais la partie tendre qu'on extrait en raclant. Et avec différents morceaux de poisson autour. Et ce plat a coûté environ 15$, plus ou moins. Ce n'est pas si mal, car dans ce quartier, les repas au marché sont assez chers. Parce que c'est très touristique, et en vérité, les prix sont un peu gonflés. Mais la qualité ici, ça ne manque jamais. Il y a du calamar, un peu de poulpe, du saumon. Ici, tu ne vois que des touristes, tu ne vois presque pas de japonais, et parfois tu crois que c'est un japonais, mais en réalité, ce sont des chinois. Et j'avais encore faim, alors je me suis commandé un assortiment de sushi, j'avais encore faim, et en plus il me restait encore beaucoup de nihonshu. Et le nihonshu tout seul sans sushi, ça m'a paru un peu triste. Donc voilà, ici la bonne façon c'est d'ajouter, de mettre, de déposer un peu de wasabi dessus. Le tourner un petit peu, le prendre de chaque côté et juste tremper légèrement le poisson. Ne pas en abuser, hein? Est-ce que ça vaut les 18€ que tu as payés? Écoute, ça ne les vaut pas, mais honnêtement, je préfère aller dans les chaînes bon marché. Là-bas, je sais ce que j'aime, quels plats sont bons et... Tu avais faim, Naka? Voyons, le dernier morceau d'Otoro. Ça fond dans la bouche. Disons que c'est ça. Même si tu n'as pas de dents. Au bout du marché, par exemple, il y a ce temple qui a été construit pour porter chance et protection aux pêcheurs. Ça a beaucoup de sens. Ce mur blanc là-bas marque l'emplacement de l'ancien marché où se tenaient les célèbres ventes aux enchères de thon. Eh bien, tout cela a déjà été déplacé à Toyosu, qui est maintenant le marché central aux poissons de Tokyo. Mais gardez à l'esprit que pour les touristes, ça ne sert à rien. N'y allez pas, parce qu'en vérité, y aller c'est une perte de temps totale. Je veux dire, si vous voulez voir une vente aux enchères, il faut y être à 5h du matin. Et vous devez tout voir en tout petit, presque depuis un balcon au loin. Alors n'y allez pas, ça n'en vaut pas la peine. Je recommande de visiter le marché une fois, mais honnêtement, tout y est très cher, vraiment très cher. Mais bon, c'est tout ce qu'on va dire sur le tourisme aujourd'hui, je pense. Ça, ici, c'est le bâtiment Wako, qui est l'un des bâtiments les plus emblématiques de Tokyo. Pas seulement de Ginza, car c'est un bâtiment qui a été construit au début du XXe siècle et qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale. Rappelons que tout Tokyo a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce bâtiment est resté debout. Ce n'est pas seulement très emblématique de la structure du début du XXe siècle à Tokyo, mais aussi car ce bâtiment a été détruit par Godzilla dans le premier film de 1954. Parce que bien sûr, à cette époque, en 1954, c'était le seul grand bâtiment imposant et important que Tokyo avait, sans compter le Parlement, n'est-ce pas? À l'intérieur, c'est une horlogerie Seiko sur plusieurs étages, un bâtiment de boutique et de marque. C'est-à-dire, à l'intérieur c'est modernisé, mais à l'extérieur c'est la vieille façade. Eh bien, ici à Ginza, regardez, nous sommes dans une rue assez anonyme, mais bien sûr, il y a une partie de Ginza où, entre guillemets, tout ce qui concerne la zone des Kyabakuras, c'est-à-dire des clubs d'hôtesses, est caché. Regardez, je tape Kyabakura et c'est comme si tout était concentré ici, ils sont tous là. Et le fait est qu'ici, on peut trouver les Kyabakuras les plus chers du Japon, en gros. Où sont-ils? Ici, perdus à différents étages. Ici, tu as la petite pancarte qui t'indique le nom de l'endroit, et le fait est que, en cherchant les résultats sur Google, j'ai cliqué sur le premier. Et vous savez combien ça coûtait? Le service de table, juste l'utilisation de la table, celui au comptoir coûtait 30 000 yens et celui à table coûtait 40 000 yens par personne. C'est-à-dire 200 ou 300 $ juste pour utiliser la table.
Ensuite, j'ai regardé ailleurs et en moyenne, c'était environ 120 $ de l'heure, ce qui n'est pas non plus bon marché. Mais oui, c'est une zone réputée pour accueillir des filles qui travaillent dans un kyabakura, c'est-à-dire dans un club d'hôtesses de Ginza. Ce sont des filles qui gagnent très bien leur vie, beaucoup d'argent, mais ce sont aussi des filles de très haut niveau, vraiment top. J'ai déjà réalisé des vidéos et beaucoup parlé de la culture. Les kyabakura et clubs d'hôtes, ce sont principalement des filles de compagnie dans des bars. Et c'est aussi quelque chose que je trouve incroyable dans la culture japonaise, qu'ici aussi bien un homme qu'une femme peuvent travailler. La nuit et en une seule nuit, ils peuvent gagner jusqu'à 10 000 $. Et ils n'ont même pas eu à se déshabiller, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à coucher avec qui que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est incroyable au Japon. C'est vraiment quelque chose que, même pour moi aujourd'hui, je n'arrive jamais à complètement comprendre. Comment est-ce possible qu'il y ait des gens avec autant d'argent qu'ils puissent vraiment dépenser pour une bouteille de brandy qui coûte 15 000 $? Tout dépenser en une nuit, et en sachant que la moitié va pour l'établissement et l'autre moitié pour le garçon ou la fille. Et ça, je ne sais pas dans combien de pays du monde ça peut arriver, mais bon, au Japon ça arrive et très souvent, pas seulement à Ginza. Justement, ce camion fait la publicité d'un kyabakura, non? Il s'appelle Jungle Tokyo Ginza, mais c'est un exemple clair de publicité pour un kyabakura, un club d'hôtesses. Alors, s'il y a bien quelque chose que j'aime beaucoup au Japon, c'est que même si on est dans un quartier de gens aisés et tout ça, tout ce que tu veux. Ce que j'aime beaucoup dans la culture japonaise, c'est qu'ils n'exposent pas trop l'argent qu'ils ont. Oui, bien sûr, dans ce quartier tu peux voir des voitures de luxe, évidemment les boutiques, des restaurants parmi les plus chers et tout ça. Mais en général, tu sais, le nombre de Japonais que j'ai pu connaître, ils s'habillaient comme ça, ils portèrent des vêtements de chez Uniqlo. C'est-à-dire, ou carrément, ou simplement ils prennent les transports en commun, ils prennent le train. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au Japon, parce qu'au Japon, les Japonais, d'une certaine manière, sont assez austères, tu vois. C'est-à-dire, ils ne montrent pas trop ça, et c'est quelque chose dont je parle souvent avec beaucoup d'amis. On a tous des amis japonais qui sont pleins d'argent, et on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils vont dans les mêmes bars miteux que tout le monde. Ils ne sont pas obsédés par les marques, ou alors ils en ont, mais ils ne les utilisent pas tout le temps, alors que... Et autre chose très importante, les Japonais n'ont pas l'habitude d'avoir du personnel de maison. C'est-à-dire des gens comme la classique dame qui vient nettoyer la maison ou qui cuisine pour toi. Ou le chauffeur, c'est quelque chose qu'on voit très rarement, c'est-à-dire les gens qui ont un chauffeur et un majordome et tout ça. Habituellement, ça arrive si ce sont déjà des personnes avec beaucoup d'argent, évidemment, et des personnes âgées qui ne peuvent pas tout faire par elles-mêmes. Mais moi, enfin, moi qui regarde par exemple beaucoup de télévision japonaise tout le temps, tu vois constamment des célébrités dans des émissions de discussion où elles parlent de choses du quotidien, comme des sujets divers, nettoyer la maison, s'occuper des enfants, faire les courses, etc. Des problèmes avec la vie quotidienne, avec les transports en commun. Tu te rends compte que les célébrités du Japon sont des personnes tout à fait ordinaires, simplement avec beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la culture japonaise en général. Il y a toujours une exception. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de bâtiments luxueux dans ce quartier, n'est-ce pas ? Mais en règle générale, si on le compare surtout avec certains pays d'Amérique latine, où il est habituel d'avoir du personnel de ménage ou un chauffeur. Et ça, en comparaison, le Japon en a très peu. Et voici un magasin de jouets qui a 4 étages, c'est la première fois que j'y entre. Mais comme le père de ma femme travaillait dans une grande banque de ce quartier, le quartier de Ginza, d'ailleurs, lui et sa femme se sont rencontrés dans le même quartier de Ginza. Il me racontait qu'ici, son père lui achetait toujours ses cadeaux d'anniversaire et toutes ces choses-là. Et en vérité, c'est un magasin de jouets assez grand et très varié. Regardez les petites figurines d'Ultraman. Ici, c'est censé être l'endroit où les parents riches viennent acheter des jouets luxueux pour leurs enfants. Bien sûr, cela doit dater des années 80 ou 90, comme si ce magasin de jouets était sûrement très emblématique parce qu'il avait tout ce qui était les nouveaux jouets à la mode, n'est-ce pas ?
Tu vois, le quartier de Ginza n'est pas devenu le quartier chic par hasard, tu sais. C'est-à-dire, déjà depuis le 19e siècle, à la fin du 19e siècle, la cour impériale avait décidé que près du palais impérial, il fallait installer une zone de boutique de luxe. Et là, ils ont cherché les commerçants les plus riches, les plus grandes marques qui existaient à cette époque, et ils ont proposé que tous s'installent à Ginza, non, dans ce quartier. Et cela, évidemment, a fait qu'aujourd'hui la propriété dans toute cette zone est extrêmement coûteuse. Regardez cette horloge, il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu aux informations un groupe de jeunes, ils étaient 3, je crois, ou 2, qui sont entrés dans ce magasin, masqués avec des sacs et une barre de fer. Ils ont commencé à casser les vitres où se trouvaient les montres, évidemment des montres Rolex, etc., super chères, et ils ont commencé à tout mettre dans des sacs. Dehors, ils sont sortis, ils étaient là. Ici, il y avait une voiture qui les attendait et il y avait des gens en plein jour. Les gens filmaient depuis l'extérieur et ont montré comment ils s'échappaient, montaient dans la voiture et partaient. Que s'est-il passé? Il y avait le numéro d'immatriculation. Avant la nuit, ils les ont tous attrapés. Ensuite, le procès a eu lieu. Dans les informations, leurs visages n'ont jamais été révélés, mais en gros, enfin, ils avaient entre 19 et 21 ans. Quelque chose comme ça, les 3 ou 4 qui étaient impliqués dans le vol. Mais regardez, ici, il y a tout un immeuble Balenciaga, un immeuble entier Dior de ce côté. Ensuite, on a 2 immeubles Vuitton, celui de Bevelgari. Le truc, c'est que beaucoup de gens comparent cette avenue à la 5e avenue de New York, que je ne connais pas. Mais les gens qui la connaissent me disent que ça ressemble beaucoup à ça. Avec des boutiques de magasins d'ultra luxe et extrêmement chers tout le long de l'avenue, et qu'en plus, tu as d'autres magasins qui s'y ajoutent. D'un autre côté, il y a certains magasins qui ne sont pas aussi luxueux. Mais c'est comme dire, faire du shopping ou acheter quelque chose à Ginza. Cela semble toujours donner plus de prestige aux choses à 2 rues de la zone de Ginza. Ici, on trouve déjà des izakaya typiques, ces bars populaires où l'on ne s'attend pas à aller. Tu ne donnerais rien pour ces endroits car tu les trouves moches ou vieux. Mais c'est une ambiance que les Japonais aiment beaucoup. Ce ne sont pas forcément des endroits bon marché en plus, mais ce que je voulais dire à propos des Japonais et du luxe, c'est que qu'ils aient de l'argent ou non, ils ne vont pas tous dans des endroits gastronomiques, super chics, huppés ou branchés pour manger, mais ils aiment beaucoup cette ambiance, qui est une ambiance détendue. Et c'est un endroit auquel toute personne japonaise moyenne a accès. Ce n'est ni bon marché ni hors de prix. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la culture de ce pays, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous parler un peu du symbolisme de Godzilla, parce que je suis vraiment fan du premier film de Godzilla et du dernier, celui de 1954, et Godzilla Minus One. Le fait est qu'après, Godzilla est devenu beaucoup plus enfantin, mais le premier film de Godzilla est un film très tragique, très sérieux, et il y a beaucoup de messages derrière. Le film commence essentiellement par un typhon où des gens perdèrent leur maison, et après le typhon, ils ont remarqué qu'il y avait de la radiation dans les restes d'eau et que les pêcheurs ne ramenaient rien parce que les poissons étaient morts. En gros, ce typhon avait été provoqué par Godzilla depuis la mer, donc typhon, radiation, famine. Ensuite, quand Godzilla arrive sur la terre ferme, ses pas gigantesques ressemblaient à des tremblements de terre. Et quand il arrive en ville, l'armée se mobilise. C'est ce qui ressemble le plus à un appel à la guerre, et évidemment, tous les incendies qu'il provoquait, les désastres causés par Godzilla lui-même. Autrement dit, Godzilla était la représentation de tous les types de catastrophes que le Japon aurait pu subir jusqu'à ce moment-là, mais résumé en un monstre. Et le fait est que le film, par exemple Godzilla Minus One s'appelle Minus One parce qu'elle est basée sur... En gros, quand la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin et que l'histoire se déroule une fois la guerre terminée, le réalisateur du film a dit que le film s'appelle Minus One et pas Godzilla 0 parce que le -1 représente la situation de Tokyo, du Japon. Le Japon, après la guerre, était à 0 et la seule chose qui pouvait lui arriver avec quelque chose comme Godzilla, c'était d'être encore pire que 0, c'était d'être à -1.
C'était comme si le pays était déjà dans les chiffres négatifs, vous voyez. Et le fait est que Godzilla Minus One est pour moi un joyau du cinéma parce qu'il représente tout ce que l'essence de Godzilla, pas tant dans les détails du typhon, de la radiation et tout ça, pas tout, mais bien l'essence du fait que c'était un monstre qui en gros détruisait le Japon dans sa pire situation, au pire moment de tous. Et c'est le seul film de Godzilla où vraiment j'aime beaucoup l'histoire humaine. Parce que c'est en gros, qu'est-ce qui se serait passé si Godzilla avait existé à l'époque des années 50 ou même 40 ? Je la recommande vivement. En réalité, Godzilla incarne selon moi l'essence de l'art pop japonais, comme le plus grand symbole. Parce qu'après cela, Godzilla a ouvert la porte à beaucoup de cultures de ce qu'est la science-fiction japonaise et tout ce genre de choses. Dans les premiers films, Godzilla emportait des wagons de train dans sa bouche, donc ça devait être sur ses voies. Mais ce qui est très curieux, c'est que dans le premier film, même si la tour de l'horloge du bâtiment Wako est apparue, il n'est jamais arrivé au palais impérial. Je pense que c'était une époque très délicate et que c'était un sujet très sensible. Dire que Godzilla est arrivé et a détruit le palais impérial, car c'était la seule chose à avoir survécu à la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont bombardé tout Tokyo sauf le palais impérial, car l'objectif n'était pas sa destruction. Ils devaient faire une reddition officielle, donc le palais impérial est resté intact. Tout le reste de Tokyo a été bombardé avec des bombes incendiaires. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, encore une de ces vidéos où je parcours des quartiers et raconte de petites histoires. On se retrouve à la prochaine, un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ton voisin. Salut!